Il est 6h30, Paris s'éveille. Regardez-la se révéler sous vos yeux, majestueuse et merveilleuse, prête à accueillir le monde. Bienvenue depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour Maya. Bonjour Damien, bonjour à tous. Quelle émotion pour nous d'être là ce matin, alors que cette cathédrale va renaître après 5 ans de travaux. Et nous allons tout le week-end et dès ce matin recevoir celles et ceux qui ont participé à cet exploit. Il y aura l'architecte Philippe Villeneuve, le responsable du chantier Philippe Jost, l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot ou encore Stéphane Bern qui nous rejoindront tout au long de ces 3 heures d'émission. Nous accueillons aussi Mathieu Lours. Bonjour Mathieu, historien. Bonjour. Bonjour, historien, spécialiste des architectures religieuses. Vous serez notre invité fil rouge pour nous raconter ce qui s'est passé pendant 5 ans et nous raconter l'histoire de ce monument. Également avec nous, notre journaliste, c'est Sylvia Digard. Bonjour Sylvie. Bonjour Vous Sylvie. avez eu l'honneur d'assister à cette reconstruction étape par étape aux côtés des architectes, aux côtés des artisans, des compagnons d'art. Vous serez donc présente tout au long de l'émission pour nous parler de ces savoir-faire totalement extraordinaires. Mais avec pour l'instant, émotion. on imagine, on est déjà saisi par l'émotion devant cette magnifique cathédrale reconstruite. Pour l'instant, il est 6h30, le premier journal de votre télématin vous est présenté par Estelle Collin et Nathalie Baton pour la traduction en langue des signes. Bonjour Estelle. Bonjour à tous les deux. On commence avec cette unanimité de la presse ce matin, presse nationale comme la presse quotidienne régionale. Tous vos journaux parlent de cette renaissance de Notre-Dame on peut voir effectivement l'intérieur de la cathédrale et cette lumière, cette blondeur de la pierre qui s'affiche sur beaucoup de vos journaux. Et oui, un événement très attendu. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Jeanne Bézina. Jeanne, bonjour, vous êtes sur le parvis de la cathédrale. Une journée qui s'annonce historique, beaucoup de monde attendu et un programme un petit peu chamboulé par la météo, Jeanne. Et oui, Estelle, il a fallu tout réaménager à la dernière minute parce que, regardez, à l'origine, les quelques 2000 invités attendus ce soir devaient être accueillis. Ici, vous le voyez, on est sur le parvis. Il y avait cette grande tente disposée pour accueillir tout le monde. Mais évidemment, météo oblige, on attend du vent, on attend de la pluie. Il a fallu tout réorganiser et à partir de 19h, les invités seront à l'intérieur de la cathédrale. Le concert prévu également ce soir en direct a été enregistré hier soir dans les conditions du direct, là encore, pour ne pas être gâché par la météo. Alors tout à l'heure, il y aura avec le président de la République une quarantaine de chefs d'État d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique. Il y aura le prince William, il y aura le très attendu Donald Trump, mais le grand public pourra lui aussi suivre cette cérémonie de réouverture puisque des écrans géants ont été disposés autour de l'île de la Cité. 40 000 personnes peuvent venir si la météo ne les dissuade pas. Merci beaucoup Jeanne, et effectivement malgré la météo, on va vous faire vivre au plus près cette réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La tempête, on va en parler, elle s'apprête à s'abattre donc sur la France, Estelle. Oui, et 11 départements sont déjà placés en vigilance orange. Attention au fort coup de vent. Si vous vous trouvez sur le littoral, à noter que 4 départements sont placés en vigilance orange pour risque neige et verglas, principalement dans le sud-ouest. La politique, la France est sans Premier ministre et Emmanuel Macron toujours en quête d'un nouveau gouvernement. Et oui, le président consulte conséquences de la chute du gouvernement de Michel Barnier, censuré mercredi. Journée de tractation hier pour le chef de l'État. De son côté, LFI annonce qu'elle ne se rendra pas à l'invitation d'Emmanuel Macron prévue lundi. On fait le point avec Elliott Samuel. À leur sortie de l'Élysée, les Républicains ne changent presque pas de position et préviennent. Nous ne céderons pas à la facilité de la censure, sauf dans une seule hypothèse, qui serait celle d'un gouvernement mettant en œuvre le programme du nouveau Front populaire ou comportant des députés de la France insoumise. Une déclaration ferme qui intervient au terme d'une journée de tractation autour d'Emmanuel Macron. Hier matin, c'était d'abord le bloc central avec Gabriel Attal, François Bayrou ou encore Laurent Marcangeli, chef de file du groupe Horizon. Avant la rencontre la plus attendue avec les cadres du Parti socialiste qui fixent une ligne rouge. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite. Les socialistes ont demandé à Emmanuel Macron de recevoir aussi les autres partis de gauche. Invitation lancée dans la foulée par le chef de l'État pour lundi. Hier soir, Manuel Bompard et la France Insoumise ont refusé de se rendre à l'Élysée. Les écologistes donneront une réponse aujourd'hui.
Quoi qu'il arrive, le nom du Premier ministre ne devrait pas être connu avant au moins lundi. Et cette censure politique, elle a des conséquences partout en France métropolitaine, mais également dans les Outre-mer. Oui, absolument. Faute de budget, le ministre des Outre-mer a suspendu le protocole contre la vie chère. Signé en octobre, il prévoyait notamment une baisse des prix, 20% sur 6 000 produits vendus en Martinique. Suspendu, tout comme le milliard d'euros d'aide annoncé pour la Nouvelle-Calédonie. Mais je vous propose de faire le point avec Johan Delera. Une baisse de 20% sur les prix de 6 000 produits. Le 1er janvier, le protocole contre la vie chère devait s'appliquer en Martinique. Un accord conclu mi-octobre après 6 semaines de mobilisation et de violence sur l'île. Il est désormais suspendu après la chute du gouvernement Barnier. L'État s'était engagé à alléger la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, que nous payons tous sur les produits, à l'alléger sur certains produits et en contrepartie à l'augmenter sur d'autres produits. Mais en l'absence de budget 2025, la mise en œuvre de cette mesure est retardée jusqu'à nouvel ordre. La censure du gouvernement impacte également la Nouvelle-Calédonie, théâtre d'émeutes d'une ampleur inédite depuis le 13 mai. L'État avait promis 1 milliard d'euros pour reconstruire l'île, une aide bloquée pour le moment. On travaille à trouver des solutions avec la mission reconstruction de l'État pour que soit s'il y a un gouvernement, on puisse aller extrêmement vite et que le budget puisse être débloqué, soit il n'y a pas de budget au niveau national et trouver d'autres solutions. Et il y a urgence pour un territoire en grande difficulté économique. Les émeutes ont causé des dégâts matériels estimés à plus de 2 milliards d'euros. L'actualité à l'étranger à présent. En Syrie, les rebelles islamistes poursuivent leur avancée fulgurante. Oui, nouveau revers pour le régime de Bachar al-Assad et son armée qui peine à freiner la progression des rebelles islamistes. Rebelles qui cherchent à s'emparer de la ville stratégique de Homs, comme vous le voyez sur la carte. Dernier rempart avant la capitale. À noter qu'au moins 20 civils ont perdu la vie hier dans des frappes menées par la Syrie et son allié russe, Jordan Klein. Rien ne semble arrêter le convoi des rebelles syriens. Ils sont désormais aux portes de Homs, 3e ville du pays. Avancée spectaculaire du jamais vu depuis 13 ans. L'objectif, se diriger vers Damas, la capitale qui n'est plus qu'à 150 km. Nous avions quitté Homs en vertu d'un accord avec les milices iraniennes et le sinistre régime de Bachar al-Assad. Maintenant, nous y revenons ici à Homs par la grâce de Dieu en tant que vainqueurs et surtout la tête haute. Une percée des rebelles scrutée de très près par ces Kurdes de Syrie. Il y a 7 ans, ils avaient dû fuir, persécutés par le régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, ils reviennent à Afrin, dans le nord du pays. Moment forcément particulier pour cette famille. Le retour était un rêve pour nous. Nous pensions que nous ne reverrions notre ville que dans nos rêves. Mais Dieu merci, nous sommes de retour. Le chef des rebelles, soutenu par le régime turc, affirme désormais que son objectif est de renverser le président Bachar al-Assad. Direction le Vietnam, à présent avec les autorités qui encouragent l'usage des scooters électriques pour lutter contre l'air pollué. Et ces dernières années, les autorités ont multiplié les initiatives pour tenter d'éradiquer le problème, d'autant plus que scooters et motos représentent 85% du trafic. Le point avec Émilie Cizarol. Au Vietnam, pays du scooter, une nouvelle couleur est apparue dans le trafic. Celle du bleu, des scooters électriques. Phum Cang Tung est taxi-moto. Il est convaincu de la nécessité du passage à l'électrique pour exercer son métier dans de bonnes conditions. Pour l'instant, il y a des embouteillages et de la poussière fine partout. Le temps est très imprévisible. C'est très difficile pour les motards. Masque obligatoire pour rouler donc. Un épais smog recouvre constamment la ville. Mais 150 000 bornes de recharge ont vu le jour dans le pays pour encourager le passage à l'électrique. Les usines sont aussi à pied d'œuvre. Ici, des milliers de scooters sortent chaque année. Le directeur se félicite de cette réussite. Notre usine travaille avec de nombreux fournisseurs et entreprises qui ont tous des feuilles de route pour passer aux véhicules électriques.
Le marché du scooter électrique au Vietnam représente déjà 10% des ventes. Objectif du gouvernement, passer à un quart des 2 roues en électrique d'ici à 2030. Regardez à présent ces images qui donnent le sourire. La princesse Catherine de Galles a assisté hier en famille au traditionnel concert de chant de Noël à l'abbaye de Westminster. Une cérémonie qui intervient, vous le savez, dans un contexte particulier, après une année marquée par les cancers de Catherine Middleton et du roi Charles III. Une des rares apparitions du couple en public depuis l'annonce de sa maladie. Et le prince de Galles sera donc tout à l'heure à Paris pour assister à ces cérémonies de réouverture de la cathédrale. Merci Estelle. Avec une petite barbe, vous avez vu, le prince William? Eh bien écoutez, oui. L'étiquette a changé. C'est comme à Télématin, hein. L'étiquette était... On la bouscule, l'étiquette. Bah, oui, voilà. Oui. Mais il a regardé Télématin, il s'est dit je vais faire comme lui, bien sûr. Merci Estelle. À tout à l'heure. Merci également à Nathalie Baton pour la traduction en langue des signes. Et on va parler météo, bien sûr, avec Frédéric Vion, qu'on a beaucoup sollicité depuis quelques jours. Alors on va parler dans quelques instants. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. De la météo à laquelle s'attendre en ce week-end de reconstruction et de réouverture de la cathédrale. Mais au préalable, y a-t-il pas un lien entre météo et construction de la cathédrale, Frédéric? Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est peut-être grâce à la météo que Notre-Dame a été construite. Regardez, c'est ce qu'on appelle l'optimum médiéval. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre l'an 1000 et l'an 1350, il a fait plutôt beau en Europe, les récoltes étaient bonnes, donc les gens étaient bien nourris parce qu'il y avait un climat favorable aux récoltes. Par conséquent, ils avaient du temps et de l'argent pour construire des cathédrales. Et on pense que si l'époque des cathédrales est tombée à ce moment-là, c'est peut-être grâce à cet événement climatique qu'on appelle l'optimum médiéval. Bon, la météo... On va demander à Mathieu Lourdes ce qu'il en pense. Il a raison ou alors il a besoin de tout ramener à la météo? Je trouve ça fantastique que ce soit le réchauffement climatique qui ait permis de construire des prodiges. Et au passage, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est un réchauffement qui était bien moindre qu'aujourd'hui. Donc il n'était pas catastrophique comme aujourd'hui. Alors,